C'est un voyage inattendu. Dans une région que l'on croyait industrielle, froide, où l'on mangerait seulement pour travailler, mais jamais pour se faire plaisir. Mais voilà, tout a changé dans les Hauts-de-France. Une nouvelle génération de jeunes chefs et de producteurs ultra créatifs transforme ce territoire avec du caractère et de l'originalité. Ce voyage commence dans la baie de Somme. C'est l'une des régions les plus fertiles. Il suffit de se pencher pour faire fonctionner son imagination. Mais je prends que les fleurs. Je suis à la main parce que... Nous sommes sur les remparts de Saint-Valery-sur-Somme. Un drôle de conservatoire botanique. Des plantes du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Vous aimez pas? Non. Je peux prendre de l'euro de mal? Elle est très parfumée. Hein. Bah, j'ai fait un pain hier avec. À quoi? J'ai fait du pain. C'est un jardin qui s'appelle l'Herbarium, qui maintenant s'appelle les Jardins de la baie de Somme. Et c'est un lieu en fait où il y a 1400 espèces de plantes. On peut venir, entre guillemets, alors pas se servir comme ça, mais avec un partenariat, tout ça. Venir faire sa petite cueillette du matin. Ça, c'est les premières ciboulettes de ce matin. Là, ça, il y a encore la rosée qui était dessus, là, qu'on vient de cueillir. Donc ça, c'est la pimprenelle. Donc là, on va avoir le goût de concombre. Moi, je suis dans le jardin depuis 22 ans et un jour, j'ai vu arriver Sébastien qui a dit « Je suis cuisinier à Saint-Valery, je suis intéressé par les plantes, qu'est-ce que vous avez ?» Ah ben, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Ouais, Madame de Quillot, quand on s'est rencontrés, au début, elle m'avait pris pour un fada. Et après, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Et puis, c'est elle qui m'a appris pour tout ce qui est ici et puis qui m'a même apporté plein d'idées. Sébastien Porquet est un natif de Saint-Valery-sur-Somme. Il a eu un parcours très particulier. Jeune diplômé en gestion, il travaille pour un restaurant sur l'autoroute A1, puis pour une auberge de jeunesse. Pas vraiment de la grande cuisine. Mais un passage dans un restaurant étoilé change tout. C'est une révélation. Il veut se mettre au fourneau pour révéler les richesses de ce terroir dans lequel il a grandi. Un terroir qu'il apprend chaque jour à mieux connaître. Tout n'est pas concluant dès le départ. Il y a des plantes qui sont faciles. Il y a la lavande, par exemple. À un moment donné, la lavande, c'est facile à utiliser. Et puis après, j'ai découvert la spirule qu'elle m'a fait découvrir. Là, la reine des prés, je ne connaissais pas. Alors, j'avais un peu d'inquiétude quelquefois parce qu'il y a des plantes très toxiques. Hein. Ça fait connaître aux gens des goûts nouveaux. Hein. Mais en fait, au début, on cueille pour dire de ce que j'appelle du parsemage de fleurs. Et après, on s'intéresse finalement aux vertus de chaque chose. C'était pour la couleur au départ. Mais ça, il fallait que ça vienne. Et ça, c'est le travail qu'on a fait sur plusieurs années. Chaque année, il y avait une nouvelle plante. Combien d'années, là? Ça démarre en 2012, en 2018. Enfin, ça fait 6 ans. Dans la baie de Somme, les richesses de la terre et de la mer sont réunies. Alors là, on va direction le port et ensuite on va tourner à gauche dans les herbiers, direction ce qu'on appelle le fond de baie. Et en fait, l'avantage du kayak, c'est que tu peux aller à différents moments de la marée, tu peux faire ta sortie. Parce qu'on aurait pu partir à marée basse et aller rencontrer les phoques. Là, c'est une sortie en fait où on profite du moment. Il n'y a pas beaucoup d'efforts, c'est la marée qui nous pousse. Et en plus, on va pouvoir les cueillir et se poser sur un banc de sable. Disons que le fait de connaître son territoire, forcément, ça aide. Hein. Ça, on n'a pas le choix. Celui qui connaît son territoire sortira forcément meilleur que celui qui ne connaît pas. Parce qu'il y a tout à apprendre. Après, on peut venir d'un autre territoire et comprendre. Mais forcément, celui qui est natif d'ici, il gagne du temps. Hein. Consommer local, simplement. Réinventer les codes de la cuisine en retrouvant ces produits que plus personne ne regarde. C'est la recette de Sébastien Porquet. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle le fond de baie. Donc il y a Saint-Valery qui est derrière nous. Et puis, regardez, il n'y a rien. On est tout seul. C'est aussi le bonheur, quoi. Donc de temps en temps, on vient avec un phoque. De temps en temps, on vient tout seul. On le recroise après, et puis voilà. Et en même temps, on a une super vue sur Saint-Val, parce que là, on le voit complètement. On vient chercher en fait cette plante-là qui est légèrement argentée, donc le thym de la mer, l'armoise maritime, l'absinthe pour certains. On peut la consommer comme ça, mais c'est très fort. Là, il faut la parsemer. Il faut faire un barbecue ce soir. Après, c'est inspirant pour un cuisinier parce que finalement, surtout quand on est connecté avec la nature, on se rend compte qu'on peut utiliser beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais peut-être utilisées. Un poisson qui a été pêché par un pêcheur du Randel sur le barbecue, avec cette plante-là disposée dessus à la place des fameuses herbes de Provence qui viennent même pas de France,
et c'est fini. Là, il y a tout le territoire. Le poisson, enfin, je sais pas, il va pêcher des mulets, personne n'en veut. Ça vaut largement un bar. Hein. Notamment au barbecue, vous laissez les écales, vous prenez le filet, ce sera le premier à vous le dire. Et pourtant, ça coûte peut-être 6, 7, 10 fois moins cher qu'un bar. En sortant de la baie de Somme, ces longues plaines cultivées ont toujours été le territoire d'un produit que, comme le dirait Sébastien Porquet, plus grand monde ne regarde comme un trésor de gastronomie. La pomme de terre peut être le plus emblématique des produits des Hauts-de-France. Et là encore, les choses commencent à changer. La ferme de la famille Bayard est installée ici dans le village de Laucourt depuis plus d'un siècle. Et depuis 1997, la famille a fait le choix de ne cultiver que la pomme de terre. Attends. Alors, tu m'aides. Ça, parce que la terre, elle est sèche. Génial. C'était un produit qui était banal. Et puis on essaie d'en faire un produit plus élaboré, par sa couleur, par son goût, par la spécificité de la cuisine. Regardez la couleur. Alors, celle-ci, Génial. quand elle va grossir, ça dépend. Tu vas en avoir des qui seront plus bleues, plus blanches. Toi, j'ai le mot réflexe du cuisinier, parce qu'ils vont toujours sentir, mais en Ouais, fait, sentir, mais la pomme de terre, ça va pas. Enfin, ça a une odeur, mais ça a une petite odeur quand même. Hein. attention. Mais ça a des nuances, ça a des nuances. Quand je vois ces couleurs comme ça me donne vraiment envie de faire un dessert où on maîtrise un peu plus la couleur et le goût des produits naturels. Alors, ça, c'est l'un des Hands Inside. C'est ma chouchou, ça. La pomme de terre retrouve ainsi une noblesse qu'on avait oubliée. Les cuisiniers, comme le très créatif Pierre Sang, se retrouvent avec une véritable mosaïque de couleurs et de goûts. Par rapport à tous ces pommes de terre, Ouais. est-ce que tu peux me montrer d'abord les variétés de pommes de terre à chair très ferme, s'il te plaît? Alors, les chairs fermes, donc tu vas avoir la corne de Gâte. Ça, c'était une variété qui était à l'origine belge. Donc, ça sera la plus ferme de toutes, un peu comme la rate. Qui dit ferme dit purée. Ouais, ou rissolée, ça Ou va rissolée. pas se démonter. Et après, alors, qu'est-ce qu'il y a? Après, tu vas avoir la rate. Nous, on fait de la rate, Ah, la rate. la rate du Santerre. Donc ça, c'est pareil, c'est ultra ferme. Ensuite, une autre de nos préférées, c'est la Juliette des Sables. Alors celle-ci, elle pousse dans les terres sablonneuses de la Super baie belle de histoire, Somme. ça. Ça, Ouais. j'adore ça. Elle vient de la baie de Somme. Et franchement, pour moi, c'est celle où on retrouve le vrai goût de la pomme de terre. Pour moi, c'est la meilleure. Alors après, tu vas avoir toutes les chairs un peu plus fondantes. Tu vas avoir l'Institut de Beauvais. Alors ça, c'est celle qu'on disait, la fameuse variété, De la famille Brasse. Ouais, pour faire la ligo. Et c'est la Qui reine fait des purées. Qui fait meilleur aligot du monde, quoi. Et la reine des purées qui est ultra blanche. Tu vas avoir la grilla. Alors ça, c'est la pomme de terre préférée des chefs pour faire les pommes soufflées. Et pour les frites, elle est top. Et là, la fameuse Bluebell, ta préférée. Celle avec laquelle tu fais une purée atomique. Direction les cuisines de la ferme, pour mettre à l'épreuve immédiatement les dernières productions. C'est la chose de mon grand-père, cette connexion qu'on fait avec les produits là. Là, on prépare des frites. Des frites que j'apprécie, que j'aime bien faire avec les copains. Et là, j'ai mis un peu de fleur de sel, un peu de poivre, je vais faire dégorger. Après, je vais les cuire. Et les frites, c'est facile à faire. C'est vrai que ce qui se passe en concernant la mode sur la pomme de terre, c'est quelque chose qui est incroyable parce que la pomme de terre, c'est pas la patate. C'est pas l'image qu'on avait autrefois. Une patate, c'est tellement simple, mais c'est tellement riche. Riche en goût, riche en tradition. Que je dis, c'est comme moi des fois, ça ressemble à rien, mais c'est bon, quoi. Là, je fais des frites en respectant le patrimoine de la gastronomie française, en deux cuissons, avec différentes raisons. Et qu'au lieu de faire des frites ou des pommes paille, tu vois, où tu sens pas le goût de la pomme de terre, j'ai décidé de faire, on va dire, une pomme de terre un peu plus épaisse. Pas une pomme pour neuf, mais une pomme de terre où on peut avoir le goût de la pomme de terre. On redécouvre le goût, la nature, le produit, alors qu'on avait un peu tout oublié. On pensait avoir un produit standard, unique, basique, uniquement beau par sa forme, et puis absolument pas de dégustatif, pas de qualité, pas de... Et aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir cette nouvelle génération qui est prête à recuisiner, à redécouvrir. Non, parce que tu sais, la température de service est hyper importante. Pour la purée, je vous entendais, Anna. C'est différent. Ce chemin,
qui part de la baie de Somme et qui traverse la Picardie, il nous emmène à Chantilly. C'est l'itinéraire historique que prenaient les poissons et les produits du terroir picard pour alimenter les cuisines du Grand Condé et de son fameux château. Le roi venait parfois lui-même participer aux folles soirées de Chantilly, où la gastronomie occupait une place essentielle sous la direction du célèbre Vatel, le cuisinier du château. Aujourd'hui, Julien Lucas perpétue cette tradition dans le prestigieux restaurant étoilé proche du château. Donc voilà, bienvenue à la table du Connétable. Donc un restaurant gastronomique avec une capacité de 32 couverts. Alors pour ce soir, service calme, on aura 13 couverts. Une étoile au Michelin, cela donne beaucoup de responsabilités. Mais à Chantilly, ce n'est pas assez. Julien Lucas gère son équipe comme un entraîneur qui veut l'amener en première division. Je voulais également donc terminer ce briefing, justement, comme on en discutait avec Denis et avec Axel cet après-midi. On a eu une période qui était un peu... que vous ressortez d'une période qui est dure en salle, où on avait un petit manque de personnel. Il faut qu'on redouble de concentration, parce que ces derniers temps, en fait, tous, moi le premier, on s'est un peu éparpillé de par les demandes qu'on a eues ou autres. Et il faut qu'on n'oublie pas notre objectif premier ici, qui est d'avoir les 2 étoiles. Il faut faire attention. Ok, donc juste redoubler d'efforts dessus, et puis voilà, bon service à tous. Merci chef. Merci. Bon service. Il faut se dire une chose, et ça je l'ai remarqué avec le temps, mais en fait un cuisinier est hyper fragile. Il est hyper fragile, pourquoi ? Parce que pour faire ce métier, il faut avoir un minimum de sensibilité. Quand on fait à manger, il faut être sensible. Il faut être sensible au goût, il faut être sensible aux températures, il faut être sensible à plein de choses. On a toujours été considérés comme des brutes. C'était peut-être vrai à l'époque, mais aujourd'hui, on est une nouvelle génération. Il y a peut-être plus de sensibilité. C'est plein de choses. On est des chefs qui sont plus jeunes. Avant, pour être chef, il fallait avoir une grande barbe et avoir 45 ans. Donc là, on a les petites tartelettes qu'on sert au client lors de son arrivée à la table du Connétable. Donc on a l'endive au jambon revisité. Donc quand on dit revisité, c'est dans l'aspect, ça ressemble à rien, une endive au jambon. Mais le but, c'est que quand vous l'ayez en bouche, vous ressentez l'endive au jambon. Ensuite, on a betterave, cassis et sapin. On fait un petit crémeux de betterave avec un peu de cassis pour relever un peu l'acidité. Et on a l'amertume du sapin qui vient derrière. Là, c'est la saison. On est sur une petite royale d'asperges. Et on termine par une petite cuisse de grenouille. Et à l'intérieur, elle est farcie en fait avec du cidre de Picardie. Il y a énormément de détails à faire. Et en fait, c'est ça qui le client, quand il arrive ici, il doit se dire, bon déjà, c'est beau. Il faut qu'il ait ce sentiment qu'il ne peut pas le réaliser, en fait. C'est se dire comment ils ont fait, quoi. Et derrière, il faut que ce soit bon. On sort les assiettes ? Oui. Donc là, on va envoyer le plat de rhubarbe, foie gras rhubarbe. Donc on a en fait une petite purée de rhubarbe. Et le serveur va dresser d'un côté le foie gras et d'un côté la rhubarbe, qui sera cuite en croûte de sel. Allez, go. En général, je lance les grandes lignes. Et ensuite, chacun apporte vraiment son petit truc, sa petite idée. Moi, derrière, c'est le goût en fait qui m'intéresse. Donc on goûte, on regoute. On essaye de voir si les goûts sont percutants, si ça a un sens. On sort une fois l'assiette. Ma curiosité va être tout de suite d'aller voir le client et voir son ressenti. On essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si le client dit c'était à tomber, et là on sait qu'on est dans le mille. Si le client dit c'était bon, faut que nous on aille chercher plus loin en fait. Parce qu'il faut qu'il se dise c'était juste hallucinant. Ça nous plaît pas en fait. S'il dit que c'était, faut recommencer. Donc en fait on se satisfait pas de peu. Quand le client reçoit la carte à la table du Connétable, lorsqu'on ouvre, le serveur lui ouvre la page. Hop, et là, on a directement, c'est un schéma, c'est assez ludique, mais on a la baie de Somme, on a Chantilly, on a mis une tour Eiffel en repère, mais voilà d'où viennent mes inspirations. Et donc les différents produits comme le sapin, je travaille beaucoup le sapin, le chevreuil, les baies, les coquillages de la baie de Somme. Il y a du safran aussi de la baie de Somme. On a trouvé un producteur de safran, donc on fait une langoustine avec une sauce au safran de la baie de Somme. Et on a une pomme de terre Juliette qui est de la pomme de terre locale qu'on taille et qu'on frotte comme un galet. Et on lui fait un glaçage à l'encre de sèche. Et en fait, ça fait comme un galet de la baie de Somme. On pose la langoustine dessus, une petite sauce au safran, très simplement. Donc voilà, ça c'est mon identité. Donc le client, en fait, quand il s'assoit, il sait exactement où il est. Il va manger la Picardie, c'est le but.
maintenant que je suis ici, je me dis que j'ai arrivé au début. Donc c'est super parce qu'on n'en entend pas parler. Et malheureusement pas assez parce que c'est une région qui est peut-être bien plus riche qu'une autre. Et il y a tout à faire en fait. Et de plus en plus, et vous verrez avec le temps, on parlera beaucoup des Hauts-de-France. Il y a beaucoup de jeunes chefs, notamment certains qui ont fait d'ailleurs Top Chef, qui sont en train de s'exprimer et qui, en fin de compte, valorisent cette région qui est superbe. Et elle est sauvage, c'est un côté hyper intéressant et elle demande qu'à être découverte. Au XVIIe siècle, François Vatel utilisait les mêmes recettes et les mêmes produits. Ils arrivaient de la côte et de la campagne pour les dîners fastueux du Grand Condé. Un jour, alors que le roi de France assistait à la réception, les poissons avaient du retard. On dit que Vatel, qui ne voulait servir que du poisson le plus frais, se suicida immédiatement dans ses appartements. François Vatel attendait juste derrière vous, justement, ce carrosse ou cette charrette arrivait avec les poissons. Donc c'est dans cette direction-là. Et maintenant, en fin de compte, c'était les chambres froides où ils posaient de la glace par terre et où ils suspendaient la viande et ainsi de suite. Les cuisines du château existent toujours. Aujourd'hui, elles abritent le restaurant du musée Condé. Et on y sert évidemment la plus célèbre de toutes les crèmes, la crème chantilly. Donc pour commencer, il faut de la crème à 30-35% de matière grasse, avoir des glaçons pour pouvoir garder au frais la crème. Quand on va la battre, forcément, elle va se réchauffer, donc il faut garder au frais la crème. Et après, à fur et à mesure qu'on va incorporer de l'air, on va pouvoir intégrer en 2 fois le sucre glace et terminer par la vanille et l'extrait de vanille. On ne peut pas monter une crème qui est en dessous de 30% de matière grasse. C'est vraiment un point important parce qu'on peut acheter une crème liquide dans le commerce. Si elle a 15% de matière grasse, on ne pourra pas la monter. La crème chantilly, en fait, elle a été créée en Italie au XVIe siècle et elle était connue sous le nom en fait, de nuage de lait, en italien nueve di latte. Et elle a été importée au XVIIe siècle par Catherine de Médicis. L'histoire, donc, on raconte que c'est François Vatel qui l'aurait servi lors d'une cérémonie pour le roi organisée par le prince de Condé, donc au château de Chantilly. Et du coup, en fait, on donne le nom de crème chantilly par son blanc parfait, qui correspond en fin de compte à la porcelaine qui était créée à l'époque, la porcelaine de Chantilly. Nous, on fait une crème chantilly avec les asperges qu'on sert au connétable et on la fait infuser avec du sapin. Donc, on la fait évoluer suivant l'émotion qu'on souhaite partager ou transmettre au client. Ah, si ça tombe. C'est déjà arrivé. Après la pomme de terre, il existe un autre produit très iconique des Hauts-de-France. Dans les bocages de l'Avesnois, l'herbe grasse permet au lait d'être transformé en un fromage qui a la réputation d'avoir une odeur particulièrement robuste. Le maroilles. Mais là encore, les choses sont en train de changer. Alors ici, on est dans la salle de fabrication. C'est ici que la magie va commencer à s'opérer. Un fromage, il faut toujours le découper, le brasser, mais on va avoir des températures d'emprésurage différentes, des temps de coagulation différents. Le moindre petit paramètre va faire qu'on va avoir un fromage différent. La production devient beaucoup plus minutieuse. Ici, on ne fait que 400 kg de fromage par jour, et chaque étape de la fabrication demande beaucoup de travail. Vous voyez, le fromage, au départ, il était haut comme ça, et demain matin, quand on va le démouler, il aura pris sa taille définitive, et on voit le sérum qui s'égoutte. Ils vont être retournés 5 fois dans la journée pour prendre la forme du fromage définitif. Là, ici, on est dans le halloir de ressuyage, c'est-à-dire que ce qu'on cherche ici, c'est à faire pousser les levures. Il faut savoir que le maroilles, c'est un des seuls fromages, je crois même le seul en France, où la teinte naturelle du rouge doit venir toute seule. C'est-à-dire que c'est un ferment qui est présent naturellement dans notre lait. La touche finale, c'est le brossage. Une dizaine de petits producteurs perpétuent la tradition du maroilles. Et les ventes sont largement en hausse depuis la diffusion de cette fameuse scène de Bienvenue chez les Ch'tis. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là? Ah ça? C'est du maroilles.
Du maroilles, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Comme le vieux lit, là. Vous voulez goûter? Non. Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc qu'à l'odeur. C'est bon, hein? Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le trempe dans le café. Ça adoucit. Danny Boone tartine son maroilles sur une bonne vieille tranche de pain blanc. Le pain coupé platine, vedette de tous les boulangers de la région. À Wattignies, dans la boulangerie d'Alex Croquet, le pain, lui aussi fait sa mue. Si la gastronomie de la région est en pleine effervescence, il faut que le pain se mette au niveau. Moi, j'ai vu l'émergence de l'intérêt autour des boulangers et du pain. D'un seul coup, il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. C'est vrai qu'on me posait des questions. Les boulangers, avant, c'était plutôt les cuisiniers qui étaient interviewés, qu'on appelait un peu des artistes de la gastronomie. Nous, les boulangers, on était les boulangers, on n'était pas... Puis d'un seul coup, on s'est vraiment intéressé à la démarche faire du pain. Et c'est vrai que le Nord, qui était souvent un peu le pain blanc, les mangeurs de pain coupé, on passait pour des gros mangeurs de sucre, des pas très gens très fins en gastronomie. Puis il faut bien penser aussi que le Nord, le pain du Nord, c'est ça, hein, c'est la faluche. Et même moi, je vais vous raconter, quand je faisais des dégustations, ça c'était là. Jamais je montrais la faluche. J'avais honte, je montais ça. Parce que ça a du caractère, ça a de la croûte, ça. Et ça, je ne montrais pas. Et maintenant, je le montre parce qu'elle a un intérêt, cette faluche. Parce que ça apprend à comprendre le froment, la douceur du blé. Donc malgré tout, cette faluche dans le Nord, qu'est-ce que c'est sa référence? On aime le sucre dans le Nord et l'amertume, la bière, l'endive et les choses sucrées. Et ça, c'est bien un pain qui est au service de l'assiette. Ça révèle un assaisonnement, les acides, ça révèle une réduction. Parce qu'il est sur la douceur, lui. C'est le pain du Nord, ça. Mais la véritable spécialité d'Alex Croquet, ce sont des pains à forte identité, comme le boulanger qui les réalise. Et le pain à table, moi, je le vois comme un vrai plat. C'est pas que accompagner, avoir un pain insipide, ramasseur de sauce, une éponge sans intérêt qui va servir le plat. Moi, j'aime bien que le pain interpelle, c'est-à-dire qu'on prend un bout, il y a l'assiette, on fait waouh, et je vais pas dire qu'il vient concurrencer le plat, mais c'est un acteur important de la table. Pain, c'est le craquant, c'est l'ouverture, c'est appuyer dessus, faire circuler l'air dans les couloirs du pain, c'est-à-dire les alvéoles, pour ramasser les parfums. Ouvrir au pain, c'est comme ouvrir une bouteille. C'est rompre un pain et l'ouvrir, c'est comme déboucher une bouteille de vin. C'est après faire tourner. Eux, ils tournent le vin, nous, on appuie dessus, on le craque, on le sent, on respire, on réfléchit ce qu'on sent, on dit... Et après, on passe du nez à la bouche. Alex Croquet est un boulanger presque obsédé par chaque détail, car pour lui, le pain est avant tout une matière vivante que l'énergie du boulanger doit transcender. La pâte qui est ici, elle a été pétrie, il y a plus d'1 heure, elle est en pointage de masse. Donc on voit les belles. Moi j'appelle ça tirer des ailes de papillon. Qu'est-ce que je fais là, avec mes mains? C'est ce que fait le souffle du levain dans le pain pendant toute la nuit. Et quand il y a rupture, les gaz ils s'échappent. Ça recrée une autre bulle plus loin, ici, et à l'infini, comme ça, dans le pain. C'est ça que vous mangez. C'est cette respiration. 48 heures de respiration pendant lesquelles le levain travaille, et le boulanger aussi. On appelle ça le rabat. Hop. J'ai fait un rabat. Elle a plus de force. Je la replie encore une fois. 2 rabats. Elle a de plus en plus de force. C'est comme un tissu. Maintenant, il faut qu'elle se repose. Ça, c'est un travail. Là, j'ai fait un petit bout de pâte. Mais quand vous avez des bacs de 10 kilos, et que tous les heures, vous sortez votre bac, comme ça, vous le mettez sur la table, et vous faites 1 pli, 2 plis. C'est un travail, tous les heures, reprendre toutes les pâtes. Mais ça, c'est en mémoire. Ça va lui faire sa tonicité, sa ténacité à tenir dans le temps. Et à encore respirer avant d'aller au four. Les rabats, c'est de la force pour demain. Je dois mettre au four un bouton de rose. Je le mets au four et il doit faire... Si je mets une fleur au four, elle fane. C'est ça qu'il faudrait, c'est le bouton de rose qu'il faut mettre. C'est adulte, adolescent, mais qui va se donner au four. Ici, on est tout en bio. Tous les pains sont bio, labellisés bio. Et en bio, la baguette, ça paraît pas, mais c'est technique à faire une baguette bio. C'est pour qu'elle sorte légère, alvéolée, croustillante, sans être trop rustique. La croûte est fine, elle est pure levain. Ça, c'est dur à faire. Voilà, c'est fin. Voilà. Et là, on a une belle couleur. Et on a une belle... Elle était bien vivante, elle a bien réagi. Dans le vivant, c'est la complexité qui fait l'équilibre.
Si je mets de l'eau chlorée, le chlore est un antibactérien. C'est pas possible de mettre une eau anti-vie alors que je veux cultiver la vie. Donc après, je suis arrivé à l'eau pure. Et arrivé à l'eau pure, après, je suis arrivé à l'eau vivante. Voilà. Là, on a le vortex. Et là, tu as le mouvement pendulaire. Alors, l'intérêt de cette rivière, c'est que, pour faire simple, c'est que quand tu travailles une eau pure, ça s'appelle une eau morte. Enfin, une eau morte, c'est une eau qui est plus vibratoire au niveau moléculaire. Et c'est par le mouvement, par les forces centripètes, les forces rondes, qu'elle va recréer son dynamisme, sa capacité d'échanger avec l'autre, végétal, animal ou humain. Une eau où on enlevait le maximum de pesticides, d'herbicides, de métaux lourds, de nitrates. Ça aussi, c'était pour être dans l'esprit du bio. Je fais du pain, bien sûr, pour les gens, pour ça. Mais au fond de moi, c'est une recherche. Alex Croquet se dit fou de pain. Et c'est peut-être le point commun de toutes ces rencontres. Pour changer les habitudes, pour faire quelque chose d'exceptionnel, il faut sûrement être un peu fou et complètement libre. Une définition qui colle plutôt bien à ce motard de la région lilloise, Nicolas Pourcheresse. Faire attention au grillage, parce qu'ici, il y a beaucoup de lapins. Ce jeune chef a déjà reçu une étoile au guide Michelin. Mais sa passion désormais dévorante, c'est le jardinage. Là, on a du petit pois, on a encore du petit pois, du haricot. Du côté de M, c'est ici qu'il construit désormais ses projets culinaires. On a récupéré une parcelle sauvage. Et là, il y a 8000 m² sur la première parcelle. On a 5000 m² sur la 4e parcelle qui est de l'autre côté à l'arrivée. On a mis en place un tunnel de 620 m². La petite serre qui est là-bas, qui elle pour l'instant nous sert de débarras, mais qui va servir à faire les semis sur l'hiver prochain. Donc tout est en construction. Et là on est sur donc les tranches d'oignons, les aubergines, le chou, et à chaque fois du légume, du fruitier, du légume, du fruitier. Pour le chef, ce n'est pas un changement de métier, mais une évolution naturelle, obligatoire. Non, je ne change pas de métier, au contraire. On a cueilli des petits pois, on les a cueillis ce matin, vous les mangez ce soir, ils ne sont pas passés au frigo. Goûtez les petits pois et vous allez voir, goûtez les petits pois. Et il y a aussi après l'idée d'aller travailler l'hiver ou au printemps, hein, des choses spécifiques, les fleurs de petits pois. Fleurs de petits pois, t'apportes ça sur des petits pois du jour, c'est miraculeux. Et ça, tu ne peux pas le demander à ton maraîcher. Parce qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec des maraîchers, il va falloir demander des fleurs de petits pois, il va te dire non. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit radis. Oh, c'est de la roquette, ça. Tu fais une salade de roquette avec des groseilles, puisqu'il y a plein de groseilles. C'est canon. Ce jardin, c'est une source d'inspiration pour sa cuisine, en compagnie de quelques petits amis. Oui. Viens. Salut les petits. Vous m'avez pas entendu? Hein? Salut petits. Tout ce qui reste, tout ce qui traîne en produits végétal, animal, cuisine, des parures, des déchets du restaurant, on leur ramène et ils les récupèrent. Ils se régalent. Dresseur de cochons. Couché. Ah. C'est un vieux rêve, hein. Moi j'ai toujours rêvé d'être paysan avant d'être cuisinier. Et je pense que je finirai paysan. Hein. Produire ses propres légumes. Michel Guérard à Eugénie, il le fait depuis très longtemps. Bardet à Tours avait un jardin exceptionnel. À la fois tu produis, à la fois tu cuisines, tu sais ce que tu produis, ça a un sens. Ça a un sens. Et pour faire comprendre le sens de sa démarche à ses clients, Nicolas Pourcheresse organise régulièrement des soirées gastronomiques en mode camping, bien loin de son établissement du Vieux-Lille. Le champagne est frais? Pas d'eau dedans. C'est le plus important. Allez, aussi. Ça qui voir un magnum là, qu'on prenne chacun une coupe là quand même, merde. Allez. Là on met de la menthe dans ça et on... Faire manger dans la nature, ce n'est pas forcément si simple. Les papillotes, elles sont faites? Non pas encore, bah, j'attendais pour me laver les mains. Te coupe. Tout ce que j'avais dit, c'est drôle. Tout ce que j'avais dit, ça s'est avéré vrai. Je vous ai dit les 2 services de planche. Ah oui, mais quand... Oui, je sais pas, on avait mal.
On peut allumer, j'allume les bougies, hein. Vous mangez là ce soir? Les premiers clients hésitent un peu. Ah, vous dormez avec moi alors? Ça va alors. Tout le monde va dormir avec moi ce soir. Ça ne ressemble pas vraiment à un restaurant. Cerise confite et betterave, c'est le poivre. C'est Michel, chef de projet. D'accord. Chef de projet. Ouais. Il y a un vrai projet de maraîchage, donc il fallait quelqu'un, il fallait un spécialiste et un pro. Michel va vous emmener un peu au jardin. On va travailler sur une thématique qu'on appelle la permaculture. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un projet qui est complètement autonome en énergie. Tous les éléments nutritifs pour uniquement les champs. Tu mets une fiche en la verticale avec tous les noms, regarde. Haricots verts. Les assiettes, il y en a en place ici. Vous prenez une série de 6 et vous faites 6. Ah bah ouais, c'est tendu. Hein. Le beurre blanc, il est où? Le beurre blanc, il est où? Chèvre. Assiette de chèvre. Et voilà qui arrive, hein, les cocos là. Les amis, là, on y va. Allez, installez-vous, prenez place. On va s'occuper de vous. Mais rapidement, l'ambiance se réchauffe. Tout est cuit sur la braise. Au milieu du jardin, la poésie se met en place. Haricots verts du jardin et salade d'herbes, cerfeuil et estragon. C'est assaisonné d'un beurre blanc au vinaigre de framboise. La brioche à l'estragon, nougatine de noisette, chèvre frais d'ex-noulette et beurre baraté aux algues. C'est une expérience impromptue. D'avoir visité le potager avant, c'était quand même... c'est ça. Voir les produits, voir arriver quasiment directement dans l'assiette, c'est assez génial. Ouais. On se régale. Concombre, melon grillé, gnocchi de carottes au miel du jardin, jus de thon et menthe fraîche. On est dans une serre, c'est quand même incroyable. Je crois que ça m'arrivera qu'une seule fois dans ma vie. C'est un personnage, hein. Mais je pense qu'il est dans son rôle. Et je pense que c'est des personnalités comme ça qui font avancer le public et qui redonnent du sens, notamment à la gastronomie. On est dans des choses hyper simples, très goûteuses. Dans la sensation. Ouais, c'est ça. C'est pas du virtuel, là. Ouais, là, on est dans le vrai, quoi. Et puis dans la passion. Il faut être passionné pour faire ce qu'il fait. Prenez des choses à votre compte, à expliquer, allez-y. Vous faites 3, puis vous revenez après de mon côté pour éviter de tacher les bords. Il vous reste l'assiette du bout, Émile, s'il vous plaît. Les gens, ça les a d'ailleurs un peu perturbés. Hein. Sortir du contexte, il y en a qui pensaient qu'ils allaient manger au vagabond, mais non, pas du tout. Ils n'ont pas mangé au vagabond, ils ont mangé dans le jardin et d'autres qui s'y attendaient, mais qui s'y attendaient pas à trouver un jardin de la sorte et à trouver un lieu un peu magique comme ça, où il y a un tout petit peu d'éclairage, où c'est au milieu des tomates et des aubergines. Voilà. Merci encore de votre visite. Donc à peu près tous les ans, on suivra quelque chose ici. Il se passera quelque chose ici. Comment? Je ne sais pas, mais il se passera quelque chose ici. Voilà. Merci encore à vous de votre confiance. Merci à vous. Faire une cuisine de produits, dans le Boulonnais, c'est assez évident. Le premier port de pêche a toujours inspiré la gastronomie locale. Pas loin d'ici, Alexandre Gauthier fait briller ses 2 étoiles. Et sur le port, à l'arrivée des pêcheurs, les chefs se retrouvent pour négocier les plus belles pièces. C'est bon, il y a du tourteau. Comme Stélio, l'héritier d'une institution locale, la matelote. Dans les casiers, ils remontent du homard, ils remontent des tourteaux, ils remontent des araignées. Pêche traditionnelle de Boulogne, ouais. Je sais pas, ça représente combien de casiers, ça? Ça représente 400 casiers. 400, vous avez remonté aujourd'hui? Ouais. Oh. Ça, c'est une belle pièce. Ouais. Et ça, nous, on le cuit, pareil, c'est cuit au bouillon. Cuit au bouillon. Lit d'artichaut grillé. Sauce crustacée. Voilà. Avec un mousseux d'huître, si t'as le temps. Enfin, si t'as le temps, si tu veux compléter la recette, quoi. Bah écoute, ils sont bons, hein. Ils sont pas très gros.
Ils sont chouettes. Les cuisines avant, sur Boulogne, c'était le Welsh. Hein, c'était le Welsh, on avait le pot de chevelch. Tout ça se mangeait avec des frites. Et c'est vrai que maintenant, on va aller vers une cuisine plus recherchée. Pour ceux qui l'aiment, vers une cuisine plus recherchée. Plus fine, plus travaillée, peut-être snackée et non pas mijotée. Avec des produits frais, crus. C'est avec ces valeurs que la famille Lestienne compte bien renouveler son institution gastronomique en puisant ses idées dans le terroir boulonnais. Les merveilleux tourteaux qu'on a récupérés, on va les cuire. On va les cuire au bouillon. Et donc, je vais vous préparer une recette, un cocktail de tourteaux avec un mousseux de betterave rouge. Et il nous faut des pommes Granny Smith, de la coriandre, de l'échalote pour l'appareil tourteau. Pour le mousseux de betterave, donc ce sera les agrumes et une réduction de betterave. « 10 minutes de cuisson et ensuite 10 minutes au repos. C'est vrai, tu me demandais ce qui va bien avec le crabe, c'est tout ça. Moi, je dis c'est tout ce qui est frais, quoi. Tu vois, regarde, c'est la coriandre, c'est les agrumes. Le crabe est tout émietté. On va mélanger tous les ingrédients. Voilà. Donc ensuite, échalote ciselée et coriandre ciselée. Voilà, c'est quand on cercle le crabe, les pommes au centre de l'assiette. Donc ça constitue une entrée. Hein. Donc là, c'est une émulsion de betterave. Betterave, jus d'agrumes. La gastronomie s'affine, elle s'enrichit, elle se diversifie. Les techniques culinaires ont énormément évolué en cuisine, mais aussi chez les ménagères. Il y a un intérêt, il y a une curiosité, il y a une envie de savoir, il y a une envie de regarder en cuisine comment ça se passe. Et ils sont plus à demander des conseils qu'auparavant. Dans les Flandres, Florent Leden lui aussi est un héritier. Cette ferme au sommet du mont Coquerel à Boskep était celle de ses parents qui y tenaient déjà une auberge. Leur fils y fait désormais souffler un vent de folie. Au petit matin, il nous accueille d'une chicorée revisitée. Là, on a fait une chicorée à base de racines de chicorée. Il y a du malt un peu acide parce que j'aime bien l'acidité dans les boissons amères. Et surtout du tournesol qu'on met à germer et qu'on torréfie. L'idée, c'est de se passer du café parce qu'en fait, ici, tout ce qu'on vous sert est fait avec des produits d'ici. Et servir un café en fin de repas, ce serait juste manquer de cohérence et ça foutrait en l'air tout ce qu'on s'est cassé la tête à préparer avant en cuisine. Les clients nous suivent énormément avec la chicorée. Au début, on pensait vraiment que ça allait être plus difficile. Ça a été plus difficile il y a 10 ans de dégager le coca. Non mais c'est vrai, le coca, il y a plein de monde qui nous disait pourquoi ? Parce que c'est de la merde. Tu sais, je devais le dire tout le temps. Pourquoi ? Vous rigolez ou quoi ? Vous n'allez quand même pas boire un coca au resto ? Non mais sérieux. Tu récupères le truc ? Le ton est donné, ici, on ne fait pas comme ailleurs. Florent a réinventé la cuisine de son coin de pays. Il est probablement l'un des exemples les plus significatifs du renouveau de la gastronomie dans les Hauts-de-France. À l'auberge du Vermont, le terme de locavore prend tout son sens. Les recettes sont réalisées à partir d'ingrédients récoltés à proximité et parfois même à quelques mètres du restaurant, comme sur ce chemin au pied du mont Coquerel. Et ici, on vient chercher quoi alors ? Ici, on vient prendre de la matricaire odorante et on va regarder, normalement, on a de la reine des prés. Alors, la matricaire odorante, c'est une camomille qui remplace l'ananas. Et la reine des prés, ça a un goût de frangipane ou de... Je sais pas si tu te souviens, la colle Cléopâtre, quand on était petit à l'école. Ça me fait vraiment penser à ça. Ça a un goût d'amande amère. Partout où on regarde, il y a énormément. Bah voilà, là, on a un beau petit spot à matricaire, par exemple. La plante va faire des ramifications, elle sera de plus en plus forte. Et on va cueillir ça pendant toute la saison sèche, quoi. D'où te vient cette connaissance des plantes ? Comment on apprend comme ça à pas cueillir n'importe quoi ? Mon père connaît
connaissait déjà pas mal d'herbes. Après, à savoir si elles étaient toxiques, si elles étaient cuisinables, si elles étaient bonnes, etc. Non, ça c'est une démarche personnelle. Parce que mon côté flamand fait que ça c'est super bon et en plus c'est pas très cher. Non, mais c'est parce que c'est intéressant, je me sens vraiment enraciné et connecté à ce terroir parce que j'ai grandi, donc je fais partie du décor ici. Moi, je travaille que des produits locaux parce que écologiquement, je trouve ça débile de faire traverser la planète à des produits pour finir dans une assiette. Parce que quand on voit l'empreinte carbone que ça représente, sur la planète pour un plaisir qui va durer 20 secondes, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la connerie. On a un terroir qui est vivant et il faut le défendre. Je trouve ça vraiment dommage de se passer de ça parce que même si pour nous ça paraît normal, quand on bouge un petit peu, on se rend compte que ce qu'on a ici c'est extraordinaire, quoi. Ça c'est la Reine des Prés. La Reine des Prés, c'est mon amande, ma poudre d'amande. Je vais faire aussi une IPA, une bière avec ça. On va la mériser avec la Reine des Prés. Quand j'ai commencé à cuisiner, il y avait 4 saisons. Un mec qui faisait une cuisine de saison, ça veut dire qu'il changeait sa carte 4 fois par an. Et c'était déjà quelque chose. Après, avec notre radicalisation dans la façon de travailler, je me suis dit qu'il y avait 52 saisons par an, en fait. Une par semaine, parce que c'est à peu près, sur le papier, le rythme auquel on change nos menus. Et je me trompais, parce que je me suis rendu compte, en fait, il y a très peu de temps, hein, c'est il y a moins d'1 an, qu'en fait, des saisons, il y en a 2. Il y a l'hiver et il y a le reste de l'année. Le reste de l'année me sert à préparer l'hiver. Donc j'anticipe toujours. On fait une cuisine ancrée, quoi, en tout cas. Dans le fond, dans la forme, c'est un peu différent, parce qu'on a travaillé sur le fait d'alléger un peu la cuisine traditionnelle flamande. Le résultat de cette radicalité est extraordinaire. Une étoile au Michelin déjà, et des mois d'attente pour réserver une table. On a des pétons qui sont arrivés ce matin, c'est très rare d'en avoir comme ça, c'est chouette. Avec de l'asperge blanche, juste fermentée, juste en début de fermentation. Vous avez des grains, des petits œufs, les petits grains, là c'est des œufs de homard, d'eau de recel. Incroyable, super idée. Allez, mangez. On continue avec des petits fenouils farcis de pinces de homard, d'eau de recel et un petit bouillon de fenouil avec ça. Généralement on dit veau, mais vous avez de la langue de veau qui est préparée comme chez Mémé, sauf qu'après on la snack. Donc langue de veau, ça veut dire de la purée de courgettes, du bouillon de langue de veau monté au beurre de sauge et des spaghettis de courgettes. Bon appétit. Je pense que la langue de veau c'est un produit tout aussi noble que le filet de veau. Hop, et de toute façon il faut la travailler. Donc elle est pochée très longtemps, ensuite elle est épluchée. Mais la différence c'est qu'ensuite nous on la snack. Et surtout, on sert la langue de veau avec des produits frais. Parce que quand on va manger la langue de veau, ce qui dérange chez Mémé, c'est le côté gélatineux. Et ce côté gélatineux, en plus, on le retrouve dans le gluten de la sauce, parce que Mémé, elle prend le bouillon de la langue et elle en fait un roux. Nous, le bouillon de la langue, on l'a là, on l'a réduit et on le mixe avec un beurre de sauge. C'est servi avec de la purée de courgettes. Et là-dessus, on va ajouter aussi de la courgette crue. Il y a plein de sauge en ce moment chez nos maraîchers. On va tailler très finement. La cuisine, c'est ça, c'est de la langue de veau, c'est des produits simples aussi comme la courgette, comme les pommes de terre, l'oignon. Et voilà, la cuisine, c'est ça, c'est pas forcément les meilleurs produits. Service, s'il vous plaît. Et on va pouvoir aller cuire des homards dehors. Là, on a du homard d'eau de recel.
Moi, je suis devenu cuisinier pour rester ici. Je pense que si mon père avait été carrossier, ici, je serais devenu carrossier. Je sais pas si j'aurais fait un bon carrossier, mais moi, je voulais absolument rester sur ce coin de terre. Je voulais rester à Bosquep, à l'auberge du Vermont, ici, 1318 rue du Mont-Noir, sur le mont Coquerel. Il passe directement du feu de bois au jus de tête de homard réduit. Ça, c'est un plat qui représente aussi notre cuisine. J'ai pas envie de m'inscrire dans un style ou dans quelque chose. On fait une cuisine de produits d'ici. C'est très difficile de décrire la cuisine du Nord. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le nord de la France, il y a une saveur qui est représentée, qui n'est pas représentée ailleurs, c'est l'amertume. Et ça, c'est bien. J'adore l'amertume. L'amertume, c'est comme le Nord. Quand on parle d'amertume, on parle du Nord, les gens ils ont tendance à faire la grimace. Sauf que quand il y a goûté... L'amertume, ce n'est pas le sentiment qui domine quand on quitte l'auberge du Vermont. La gastronomie est peut-être un luxe, une passion un peu légère dans un monde qui a bien d'autres problèmes à régler, mais la cuisine est aussi un symbole, un révélateur. Celui d'une région qui apprend à s'apprécier à nouveau et qui reprend confiance en elle. Pour terminer ce voyage, retour dans la baie de Somme. Sébastien Porquet, lui aussi, est un autre pratiquant de cette cuisine ultra-locale, faite de cueillettes et de travail avec les producteurs du coin. Tous les coins, c'est des coins de mon enfance. Parce que c'est des coins que finalement je connaissais, sauf que je ne savais pas ce qu'il y avait. Ça, par exemple, c'est de la consoude. On peut les faire en beignet, et normalement, on dit que ça a le goût de la sole. Donc là, en fait, tu as plein de trucs qui se consomment. Ça se consomme. Ça, c'est du plantain lancéolé, ça. Donc ça, cuit, ça a le goût de champignon. Je l'ai vraiment vérifié. Ça a vraiment le goût de champignon. Après, il faudrait améliorer l'utilisation. Moi, je suis sorti de l'école, j'ai mon bac général. Après, j'ai été faire l'école hôtelière 3 ans pour avoir un BTS. On m'a appris à gérer des chiffres. J'étais en train de couper du jambon sur l'aire d'autoroute, à gérer des gens, à leur dire il faut tailler une tranche de 140 grammes. Alors, ok, c'est intéressant au niveau gestion, etc. Mais elle est où la connexion avec tout ça? D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait. Des fois, je prends des photos et puis il y a des gens qui ont des souvenirs de cet endroit qui ne savaient pas qu'il y avait ça. Ça crée toujours le lien et finalement, à un moment donné, ces gens-là disent bah, on va venir à votre table, etc. pour découvrir ça. Et puis en fait, ils ramènent des amis et puis c'est le bouche à oreille en fait. Ce plat-là, par exemple, que je fais, c'est un œuf qui est cuit en basse température à 64 degrés qu'on peut faire partout. Une crème fermière qui est infusée avec le gras du marais de canard qui rappelle en fait la charcuterie fumée à l'ancienne d'un producteur. Il n'y a rien. Techniquement, il n'y a rien. Je mets 3 minutes à le faire, ce plat-là. Mais c'est l'histoire qui est importante. Parce que c'est le fait qu'on va aller verser une crème avec le pot à lait avec lequel j'allais chercher le lait. C'est tout ça qui connecte les gens. Puis du coup, ça n'a pas la même sensibilité que si on avait mangé le même plat en ville, où on aurait tout versé avec un pochon, je sais pas quoi. Et puis, c'est l'histoire. Tout le monde croit que c'est mon plat signature. Je pense pas, mais c'est un plat qui raconte mon histoire. On la mettra sur la salade tout à l'heure. Le chef vient d'ouvrir son restaurant dans la Somme, le Saltimbanque. Mais si vous avez de la chance, après une promenade pour les cueillettes, il vous emmènera pique-niquer dans un de ses repères secrets, au milieu de la baie. Voilà, ouais, on va aller pique-niquer en fait sur une hutte. Hop. C'est le principe d'un pique-nique. Comme je travaille avec des artisans, avec des produits aussi qui sont du coin. Donc là, par exemple, ça, c'est les produits de chasse. Alors, comme on est sur une hutte, je trouve intéressant de travailler la chasse. Ça, c'est du mouflon qui a été chassé en face dans le Marcanterre. Il doit être le seul à faire ça peut-être en France. Ça, c'est les crevettes grises qui viennent d'en face, là-bas, qui sont pêchées par le bateau Lorca ou Choal de Fabrice Montafine. Ça, c'est le truc du coin. C'est le gâteau battu que j'ai un peu revisité avec des plantes. Donc là, c'est avec la menthe aquatique qu'on a cueillie à la Chapelle des Marins. Et ensuite, un saucisson à l'ail des ours. Différents pâtés. Donc celui-là, c'est à la lierre. Celui-là, c'est à la salicorne, qui va bientôt être ramassé là à partir de juin. Alors, ce qui est spécial dans ce pique-nique, c'est qu'on mange sur une hutte, donc ça c'est spécifique parce que je pense pas qu'on puisse pique-niquer sur une hutte tous les jours. C'est le panorama, parce que finalement on va pouvoir écouter les oiseaux,
regarder au loin les bêtes en train de paître. C'est finalement une connexion là. C'est comme si un restaurant était revenu en fait dans la nature. Là. Chacun peut faire son petit plat comme il veut, il peut mettre dans sa salade ce qu'il veut comme plante. Il y a tout, on peut les manger comme ça, on peut les mettre dans la salade. On peut les mettre sur sa tartine. Chacun peut devenir un chef là. Il y a ça. Ce pique-nique, il suffit de flâner le week-end sur le marché de Saint-Valery-sur-Somme pour le réaliser. La démarche de ces chefs, chacun en effet peut la faire sienne. Pas forcément pour devenir un champion dans sa cuisine, mais pour consommer autrement, pour donner plus de goût à ce que l'on mange et plus de sens. C'est brioché, hein, ça coûte de brioche. Tu sais qu'ils m'ont dit à Paris. Attention, vous marchez dans les pommes de terre, les amis. Là. Marie-Laure, elle veut toujours être à